Et je vais appeler donc sur scène pour me rejoindre les invités de cette table ronde qui va durer 3/4 d'heure. Avec moi donc ce soir, Valérie Castaldi, Valérie qui me rejoint de Day by Day, Alain Pitous de Talent Gestion, Christian Parizeau, stratégiste d'Orel BGC et le gérant de Mansartis, Sébastien Lemonnier. C'est pas encore la parité, mais on travaille. Bon, vous avez vu, Marc Totti est venu avec son fan club. Là. Ne repartez pas, hein, sinon on va se retrouver avec une salle à moitié vide. Là. Pas prévu, Marc, ça marche. Quel succès. Alors, tiens, je vais être galant. Valérie, première question peut-être pour vous. Enfin, je vous représente tous. Hein. Donc Valérie, Day by Day, Alain Pitous, Talent Gestion, Sébastien, le plus jeune, Mansartis, et Christian Parizeau, le stratégiste incontournable d'Orel BGC qu'on écoute, non pas tous les jours, mais quand même au moins toutes les semaines sur BFM Business. Tout le monde a un micro ou presque, oui. Valérie, peut-être première question pour vous. Vous avez entendu, comme nous, Marc Toiti. Est-ce que vous avez un scénario là, pour 2016 et est-ce qu'il y a un biais dans ce scénario sur les marchés, j'entends, hein, pas forcément macro, on parlera de l'économie pendant cette petite heure. Donc un scénario, je ne sais pas, de consolidation ou au contraire de poursuite de la hausse des marchés qui, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, se tiennent quand même très très bien. Enfin, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, ils n'ont pas besoin de moi, notamment avec ce CAC qui retrouve aujourd'hui les 5000 points. Bonsoir à tous. Je suis assez d'accord avec beaucoup de ce qui a été proposé comme grande ligne directrice par Marc Toiti. Pas du tout pour les mêmes raisons, puisque je ne travaille pas du tout à partir de l'économie réelle, mais je cherche à savoir ce que la foule que nous constituons pense de ce que sera l'économie réelle. Donc c'est un petit peu décalé par rapport à l'économie réelle. On est parfois en avance, on est parfois en retard. En tout cas, on est actuellement dans une situation où on a connu depuis un an, finalement, 2 baisses très rapides sur l'ensemble des indices mondiaux. Une première l'année dernière au mois de septembre-octobre, une deuxième cet été au mois d'août-septembre. Ces 2 baisses ont permis de définir ce qu'on appelle un range d'évolution sur l'indice américain S&P ou Dow Jones. Ces ranges sur ces indices-là sont à peu près plats, voire très légèrement haussiers, parce qu'on a réussi en 2015 à faire un sommet supérieur à 2014. Donc ce que je pense qui doit se produire en 2016, c'est qu'on doit plutôt rester dans ce range. Il est possible qu'on arrive à faire un nouveau petit sommet marginal sur le S&P 500 parce que les indices américains sont forts. On voit bien chaque jour à quel point la demande est soutenue. Donc dépasser les sommets de 2015, c'est possible, mais de peu, ça veut dire 2%, 3% au-dessus, guère plus, et pas pour longtemps. À la baisse, en revanche, il faut se dire qu'on aura besoin de retourner visiter les creux qu'on a déjà connus en 2014 et en 2015. Et quand on est dans ces grandes stratégies de range, historiquement, on n'est jamais sorti de ces périodes de plat sans avoir une crise un petit peu violente et qui marque la fin de cette période de consolidation. Donc, je suis d'accord avec Marc, hein, dans l'ensemble, effectivement, on peut avoir cette période latérale et il va falloir être agile et tactique sur les marchés. On ne pourra pas tenir les positions très longtemps. En Europe, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce qu'on a des indices qui sous-performent de façon systématique depuis 2007 et en dépit de la baisse de l'euro, dont on nous dit que ça va avoir un impact positif sur la croissance et sur les comptes de résultats des entreprises, la baisse de l'euro, quand on s'interroge sur les perspectives des marchés financiers, elle n'est pas bonne pour les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un investisseur européen en monnaie faible, vous avez intérêt à aller investir à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisqu'en investissant aux États-Unis, vous allez être porteur de dollars, monnaie forte qui va s'apprécier. Donc non seulement vous allez pouvoir gagner de l'argent sur les actions américaines, mais en plus sur la force du dollar. Symétriquement, pour les investisseurs américains,
quand l'euro est faible, ils n'ont pas intérêt à venir acheter des actions européennes. Donc tout ce qui a été acquis par les investisseurs américains en début d'année, étant donné que l'euro continue à baisser et que les indices européens n'ont pas du tout été au rendez-vous de ce qui était espéré, il y a des chances pour que ces investisseurs américains le revendent dans les mois qui viennent et ne se reportent pas à l'achat de sitôt. Donc je pense qu'il faut, si vous avez une perspective patrimoniale, plutôt favoriser les investissements en dehors d'Europe. Et en dehors d'Europe, c'est avant tout les États-Unis, dans les périodes de crise, qu'il faut favoriser. Voilà, j'ai été un peu longue et comme tout le monde doit s'exprimer. C'était un message très clair. Voilà, c'est très, très général et il n'y a pas forcément encore beaucoup d'explications, mais on pourra peut-être revenir là-dessus ensuite. Voilà. Parfait. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions à nos invités. C'est un peu tôt pour parler de ça, peut-être, s'il faut parler être plus précis. Non, oui, on l'évoquera tout à l'heure. Un graphique, là, oui, non, il n'y a pas de souci. On va y revenir. Juste, moi, je rappelais qu'on peut utiliser donc soit le SMS avec le numéro de portable, soit l'adresse, le raccourci pour poser vos questions ou le hashtag #MeDuTrading. Et je les reçois sur ma tablette. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y a encore pas mal de monde dehors, derrière, debout, et qui ont dû d'ailleurs se prendre une belle averse. Il reste quelques places, notamment sur les côtés. Voilà. N'ayez pas peur, on ne mord pas. Alain, vous confirmez, on ne mord pas. Bon. Christian Parizeau, vous êtes sur quel... peut-être avant de parler de 2016, comment vous avez vécu 2015 ? Est-ce que c'était à la hauteur de vos espérances ? Si on reste concentré sur les indices, les matières premières peut-être, est-ce que c'était plus volatile que prévu ? Est-ce que la Fed a été au rendez-vous ? Crédible. Je dirais que c'est plutôt une année déroutante, quelque part, pour un économiste. Alors, vous savez que les économistes aiment bien faire les règles de 3. Alors, baisse de temps du pétrole, c'est X% de croissance. Bon, je ne suis pas fan de ces règles de 3, mais je crois que c'est encore une année qui a montré que les règles de 3, ça ne marche pas. Surtout en ce moment, depuis la crise des subprimes, on est sur des évolutions et des réactions d'économie qui sont totalement imprévisibles ou totalement différentes de ce qu'on est en droit de comparer par rapport historiquement. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple, baisse de l'euro, contre-choc pétrolier, taux d'intérêt jamais aussi bas, on aurait dû avoir une croissance de 3%. C'est clair qu'il y a un vrai problème derrière ça. Ce que je retiendrai, moi, sur toute cette année 2015, c'est finalement un élément quand même qui a été important, c'est ce dollar. Ce dollar, il a monté. Alors, on s'en est réjoui sur la zone euro en disant la hausse du dollar, c'est un euro plus faible, c'est bien pour les entreprises européennes. Mais on s'est aperçu que cette hausse du dollar, c'est pas le mouvement qui est important, c'est la rapidité du mouvement, a beaucoup déstabilisé l'économie mondiale. Je vous fais le schéma. En décembre, le FMI nous disait accélération de la croissance mondiale. En juin, il nous a dit pas d'accélération, mais c'est une répartition différente de la croissance mondiale grâce aux ajustements de taux de change. Mais c'était un jeu à somme nulle puisqu'il n'y avait pas d'accélération de la croissance mondiale. Et on finit l'année sur ralentissement de la croissance mondiale. Pourquoi ? Parce que ces émergents ont beaucoup trop souffert de l'ajustement brutal des taux de change. Et on voit que les entreprises américaines, elles aussi, réagissent avec des plans de licenciement, des restructurations assez violentes parce qu'elles regardent leurs résultats en dollars et elles veulent récupérer finalement ce qu'elles ont perdu ce taux de change. Donc on voit que déjà, un premier élément de réponse que je vous dirais que de réflexion sur l'année 2015, la volatilité des marchés. Alors on peut peut-être s'en réjouir pour faire du trading, mais c'est peut-être pas forcément bon pour l'économie. Et tout ce qu'on a appelé guerre d'échange, intervention massive des banques centrales, est-ce que finalement ça n'a pas peut-être été un frein aujourd'hui ? C'est peut-être un frein aujourd'hui et c'est une interrogation. Alors je ne vais pas parler trop longtemps, mais si on en reparlera. Mais finalement, est-ce que si la Fed remonte ses taux aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'elle puisse faire en termes d'image ? C'est-à-dire, c'est de dire j'ai enfin tourné la page de la crise et je monte les taux parce que l'économie américaine est solide, parce que je crois enfin qu'on a résolu nos problèmes. Et tant qu'on reste dans cette politique de taux zéro, on donne l'image finalement qu'on a été très dopé par ces banquiers centraux, par ces baisses de taux très, très importantes. On a joué ça sur les marchés. Alors c'est vrai que c'était unanime parce qu'on ne se met pas contre un banquier central, mais in fine, la vraie question qu'on va se poser en 2016, c'est est-ce que la croissance repart ou pas ? Et ça sera vraiment l'heure de vérité 2016 par rapport à 2015. 2015, on a acheté finalement les chocs, on a acheté la baisse du pétrole, on a acheté les politiques ultra accommodantes. La vraie question pour 2016, c'est est-ce que tout ça, ça a servi à quelque chose ? Est-ce que ça repart ou pas ? Et ce sera ça, à mon avis, l'élément clé. Parce que M. Draghi, il arrive à la fin. La Fed, est-ce qu'elle remonte ses taux ? Est-ce que l'économie américaine résistera ? Et est-ce que c'est vraiment un signal de sortie de crise ? Donc c'est ça, mon avis, l'interrogation. 2015, beaucoup de surprises, beaucoup d'éléments on n'avait pas prévus. Mais 2016, c'est vraiment, à mon avis, une année charnière pour dire est-ce que ça marche ? C'est quand la mer se retire qu'on voit qui porte un maillot de bain, disait Warren Buffett. Alain Pitous, quand on parle de volatilité, c'est vrai qu'on a beaucoup ce mot qui revient en boucle. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Pour vous, il n'y a pas tant de volatilité que cela.
En fait, déjà la première chose, c'est vrai quand on parle de 2015, moi j'ai adoré cette année, il s'est passé plein de choses et puis on a un sentiment d'utilité en tant que gérant quand on voit ces marchés. C'est très difficile quand un marché monte unanimement, linéairement pendant toute une année, on ne sert à rien, quoi. En fait, il vaut mieux faire un bon indice et puis c'est fini. Là, en l'occurrence, il y avait énormément de choses à faire. Une volatilité effectivement qui a été assez forte, mais si on regardait l'indice de volatilité depuis 2 mois, on a l'impression qu'avec ce qui s'est passé, il devrait être très haut. En réalité, l'indice de volatilité, il est pratiquement dans ses plus bas. Donc on a connu effectivement une année avec des contrastes, avec des chocs. Et moi je pense, j'aimerais bien prendre un peu le contre-pied de tout ce qui a été dit, parce que c'était assez négatif en fait sur l'économie, sur ce qui peut se passer sur les marchés. Et je pense qu'en fait, il faut avoir en tête quand même 2-3 choses qui ne sont pas si négatives que ça, quoi qu'on pense des marchés et de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête avec une économie molle et des injections de liquidités qui vont probablement continuer, parce que faire d'autre? Quelles sont les autres solutions que de continuer à avoir un bilan de banque centrale qui continue d'augmenter, au moins en Europe. Aux États-Unis, on voit que malgré tout, on est dans des contrastes qui font que les banques centrales continuent d'injecter la liquidité. On le voit sur les graphiques qui sont là. La Banque centrale européenne est encore loin de ses plus hauts de bilan, de taille de bilan. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de dettes dans le monde, beaucoup de dettes d'État dans le monde, mais il y a également une épargne incroyable qui ne demande qu'à se placer et qui cherche du rendement et qui est en recherche permanente de rendement. Et on le voit quand on voit des grands investisseurs. Leur problème, c'est leur actif passif, c'est-à-dire qu'ils ont un passif extrêmement lourd à venir et un actif qui ne rapporte pas grand-chose. Et dès que les marchés baissent, dès que les taux se tendent un peu, on voit des murs d'achat qui arrivent parce que beaucoup d'investisseurs ont beaucoup de cash et génèrent encore beaucoup de cash. Alors avec le pétrole, ça va peut-être être un peu différent, vu que beaucoup de pays vont avoir moins de rentrées financières, mais à contrario, ce sont d'autres pays qui peuvent avoir cette épargne. Donc c'est un énorme facteur de soutien et on le voit quand les marchés ont connu une forte baisse, comme on a connu, et on l'a vu par exemple au mois d'août. Dès que ça se calme un petit peu, dès qu'il y a moins de mauvaises nouvelles, on voit des murs d'achat qui arrivent. D'abord sur des emprunts courts qui ont un peu monté, qui font du rendement, sur des emprunts d'entreprise, sur des actions, et on retourne comme ça une espèce de cavalcade qui arrive. Donc ça, c'est je pense quand même un facteur de soutien très important et qu'il faut toujours avoir en tête, c'est-à-dire qu'effectivement, j'entendais tout à l'heure, on va doser des investissements avec des marchés qui baissent de 10-15%. Moi, je l'ai vécu encore récemment, on l'a vu au mois de septembre, avec des marchés qui baissaient. Beaucoup de gens ont commencé à attendre en se disant on va aller retester les plus bas, et puis les murs d'achat sont arrivés, et puis le marché il est recavalé dans l'autre sens. Donc ça, c'est quand même un point à avoir en tête. Et le deuxième point, et là je rejoins le côté un peu négatif de tout ce qui a pu être dit précédemment, mais qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est qu'on se retrouve avec des sauts de liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont disparu des marchés. Alors il y a beaucoup de trading, on le voit sur le marché, du trading au quotidien, mais les banques d'investissement ont globalement déserté beaucoup de classes d'actifs. Et ce qui a fait d'ailleurs ce qui s'est passé par exemple sur le pétrole, il n'y a plus de contreparties comme on avait autrefois dans des tendances un peu incertaines. Ces contreparties étaient là, elles ne sont plus là. Il n'y a que des investisseurs longs, c'est-à-dire que des gens comme nous, des gens comme Sébastien qui investissent sur une durée un petit peu plus longue. Et puis on est un peu tous dans le même sens, c'est-à-dire que quand les nouvelles sont bonnes, on reste en position, on peut investir. Et puis quand les marchés deviennent incertains, on arrête d'investir. Quelques investisseurs font baisser le marché et on se retrouve comme ça avec des moments où le marché est carrément fermé. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Je pense qu'on n'avait jamais connu des périodes comme ça, où en fait, le marché tombe comme une pierre sur une classe d'actifs donnée. On a eu l'exemple sur les émergents, on a eu l'exemple sur le pétrole, on a l'exemple parfois sur des devises, on a l'exemple sur le high yield, qui a été un segment, les emprunts d'État d'entreprises, ce qu'on appelle à haut rendement, des entreprises un peu moins bien notées. Et on se retrouve comme ça avec des sauts de liquidité. Et ça, je pense que dans votre trading, il y a 2 choses à avoir en tête. C'est qu'un, il y a des facteurs de soutien très lourds de la part d'investisseurs qui ont du cash et qui peuvent investir quand les marchés sont à ramasser, on va dire. Et puis, attention, et ça je pense que c'est ce qu'un peu a indiqué Marc tout à l'heure, c'est il faut rester sur des investissements très liquides, sur des supports très liquides, parce qu'on peut très bien avoir des marchés qui se ferment. Donc ça donne une complexité assez forte, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement réactif. Bon, c'est votre lot quotidien ici, mais je pense que c'est quelque chose à avoir en tête en tant qu'investisseur. Oui, Sébastien Lemonnier, mot, Christian, oui, allez-y. Je pense que c'est vrai qu'il y a de la liquidité, c'est là tout le paradoxe, il y a énormément de liquidité sur les marchés, mais je pense que dans la tête des intervenants, il y a toujours de l'aversion au risque.
Et on n'est pas sorti de la crise. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un problème sur Volkswagen, et ben sur le marché du crédit, on ne trouve aucune liquidité au-delà de 2017. Des obligations émises au-delà de 2017, vous n'avez aucune liquidité. Donc on ne traite pas. Il y a un flux vendeur et on n'arrive pas à traiter. Donc vous voyez, il y a de la liquidité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la liquidité sur le marché obligataire quand vous regardez les taux, mais il n'y a surtout pas de prise de risque et les investisseurs se focalisent sur une thématique en général et on joue très vite la thématique. Et c'est ça qui est déroutant. Le fait que les États-Unis produisaient du pétrole, ce n'était pas nouveau. On s'est focalisé sur ça et on a vu la chute immédiate. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des marchés de thèmes, souvent macro, et en plus, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de liquidités qu'on n'a pas des mouvements violents, et on le voit parce que tout le monde va dans le même sens et personne ne veut être le dernier à sortir de ces marchés, d'où la violence des corrections. Vous donnerez, Christian, les thèmes de 2016 alors. Sébastien, pour boucler et finir ce tour de table déjà, vous n'êtes pas forcément optimiste pour la suite sur les marchés, et notamment sur les valeurs, ce qu'on appelle les belles valeurs françaises, européennes. Vous les trouvez plutôt chères, quoi. Oui, pour moi, en fait, ce qui s'est vraiment passé en termes de choc sur 2015, je trouve qu'on est dans un marché totalement émotionnel. Alors, c'est pas nouveau, on sait que les mouvements de hausse et les mouvements de baisse sont souvent excessifs, que la vérité est souvent quelque part entre les deux. Mais en fait, finalement, à la fois justement sur ce point de liquidité et cette envie d'investir sur la classe action, qui fait sans doute du sens sur les actions européennes. On a des niveaux de valorisation moyens qui sont attractifs, des fondamentaux qui ne sont pas si mauvais. Au-delà de la croissance, on a des marges qui sont bonnes, des générations de free cash flow, donc vraiment la valeur qui est créée par la société qui sont de bonne qualité. Mais en même temps, on n'a pas trop envie de prendre de risques parce qu'émotionnellement, on se dit que tiens, en France, en économie, c'est pas terrible, qu'en Europe, c'est pas terrible, etc. Et aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que finalement, quand on pouvait, en début d'année, se dire « Tiens, on va profiter du triptyque gagnant dont on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui ». Alors, à un moment, il a peut-être été surjoué, parce que même à un moment, on était au courant que le triptyque existait, qu'il fallait investir en bourse. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler. Et en fait, on aurait pu s'imaginer que les valeurs cycliques tirent le marché à la hausse. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des valeurs que je connais bien. J'ai déjà été investi, par exemple, en Nestlé. Toutes ces valeurs de qualité qui se payent avec des primes qui sont pas loin, finalement, de 50% par rapport au marché. Alors, moi, j'en ai un peu souffert, je fais mon mea culpa en quelque sorte, mais si je reste un investisseur rationnel que j'ai envie d'être pour ne pas gérer en relatif par rapport à un indice, mais en absolu, moi, quand je regarde Nestlé, historiquement, ça se payait 16-18 fois en termes de PE. Aujourd'hui, ça se paye 22-23 fois. La seule et unique raison, ce n'est pas les fondamentaux, c'est les banques centrales. Donc, en effet, c'est compliqué de se battre contre les banques centrales, mais fondamentalement, pourquoi je devrais payer plus cher cette société? À l'inverse, des sociétés cycliques, et ce n'est pas forcément des sociétés qui sont de mauvaise qualité, vous connaissez tous, je pense, Imerys ou des sociétés comme ça qui sont capables de traverser des cycles avec des bons bilans, des bonnes marges, se payent à des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas, alors même que les attentes du consensus sont relativement faibles en termes de bénéfices par action. Donc je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que finalement les fondamentaux on ne les regarde pas vraiment et que ce n'est pas forcément très rassurant. Donc c'est en ça où je ne suis pas forcément très optimiste. Néanmoins, toutes les valeurs cycliques dont je vous parle, si vous faites bien le travail de stock picking, vous trouvez des valeurs où vous avez en plus un rendement du dividende qui est assez attractif. Si je reprends Nestlé, moi quand j'en ai fait en 2008, on avait un rendement à peu près de 4,5% plus un programme de rachat d'actions. Aujourd'hui, il n'y a plus de rachat d'actions sur Nestlé et on a finalement un rendement qui est à peine de 3%. En revanche, quand tout le monde est convaincu que le pétrole va rester faible, souvent les mêmes qui vous parlaient d'un pétrole à $200 il n'y a pas si longtemps que ça, toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, que je regarde un Total, que je regarde un Shell, on a des rendements qui sont proches de 7%. Et puis quand on regarde l'histoire, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, on a des rendements qui n'ont jamais été aussi élevés. Alors, je ne suis pas contrariant pour être contrariant, mais en général, je me méfie toujours de la pensée commune quand tout le monde est totalement d'accord. Et puis peut-être que demain, on aura une nouvelle, si jamais les Chinois, qui financent aujourd'hui beaucoup d'industries minières dans l'acier, à perte par rapport à la gestion de leurs problèmes sociaux, peut-être qu'à un moment donné, ils vont intervenir, et ça, personne ne l'attend, et j'en sais rien, sur le marché en étant un investisseur direct de matières premières, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Et là, je suis quasiment sûr que le consensus va complètement changer. Donc moi, c'est ça aujourd'hui qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup d'écarts de valorisation et que le côté émotionnel à travers les thèmes est, à mon avis, sans doute beaucoup trop important. Alors c'est compliqué à court terme, moi je fais le dos rond, je suis assez à l'aise en termes de couple rendement-risque, mais il faut vraiment faire attention où on investit. Certains d'entre vous sont venus avec des graphes, enfin d'entre vous sur scène, les invités avec des graphes, donc vous me dites quand vous voulez qu'on passe à votre présentation, et après on passera évidemment aux questions de la salle et sur Twitter ou celles que je reçois sur l'iPad, et il commence à y en avoir pas mal. Sur le consensus, Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous vous situez dans le consensus ou contrariant là?
Ah, ça dépend des moments. Et justement, il y a des moments où il faut suivre le consensus quand il n'est pas encore trop fort. C'est un marché moutonnier ou pas? C'est aussi la question, quoi. Nous sommes moutonniers, nous sommes humains, donc nous sommes moutonniers parce que dans notre cerveau le plus primaire, nous avons en mémoire le fait que à chaque fois que nous sommes en danger, nous sommes beaucoup mieux à même de nous défendre en groupe que seuls. Donc dès que l'on a peur, en fait, on se tourne vers nos voisins et on regarde ce qu'ils font et on fait pareil qu'eux, on se rapproche d'eux. Donc c'est un comportement contre lequel on ne peut rien. Enfin, seul, tant qu'on est sous l'emprise de l'émotion, on ne peut rien contre. Quand on sait qu'on est moutonnier, on peut se mettre sur la tête pendant un moment pour s'oxygéner le cerveau. Et quand on a les idées claires, normalement les émotions redescendent et on peut essayer d'avoir une approche rationnelle dans sa prise de décision. Mais naturellement, quand vous voyez le marché qui décale à la baisse, bah vous êtes tenté de solder vos positions avant d'avoir atteint le stop loss que vous vous étiez fixé au départ. Pourquoi? Parce que vous dites « aïe, le marché baisse ». J'ai peur. En fait, je croyais qu'il y avait un support à tel niveau, mais il baisse tellement vite ce marché que j'ai dû me tromper. Donc je vais me stopper tout de suite pour éviter de perdre trop. Et ça, c'est une erreur, bien entendu, mais c'est une erreur qu'on répète et qu'on répète tous. Voilà, il y a personne à montrer du doigt quand je dis ça. Donc le consensus, il faut vivre avec sur les marchés financiers. C'est pour ça que je fais de l'analyse comportementale et pas de l'analyse économique. Et j'ai amené justement un graphique sur le consensus. Alors je vais un petit peu vous expliquer, parce que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Sur ce graphique, ce qui est représenté, c'est ce qu'on appelle le put-call ratio, dont BFM dit qu'il ne faut pas trop en parler. Parfois, il y a des pubs qui disent « Ah, la bourse, les put-call ratio, c'est compliqué. » Bah oui, la bourse, ce n'est pas fait pour le commun des mortels. C'est quand même pas du tout naturel, la bourse. Le put-call ratio, c'est quoi? Vous savez que les options, ce sont des produits d'assurance. Si vous avez peur que le marché baisse, vous allez vouloir assurer votre portefeuille pour avoir le droit de vendre ce portefeuille à un prix donné. Vous allez donc payer une prime, comme vous vous assurez contre un incendie. Plus vous avez peur, plus vous allez payer cher votre prime, et plus la peur est répandue dans la foule, plus il y a de monde qui va vouloir aller acheter de l'assurance. Donc, cette assurance contre la baisse, ça s'appelle le put. Mais il y a aussi sur les marchés financiers des assurances, on ne peut pas dire contre la hausse, mais en tout cas, il y a des moyens de jouer la hausse sans acheter les titres. On peut acheter ce qu'on appelle des calls. Donc, quand on achète un call, ça permet, si le marché monte, de gagner à la hausse des marchés en ayant payé seulement une prime. Donc, mon put-call ratio, c'est le nombre de puts qui sont traités sur le marché divisé par le nombre de calls. Donc, ça mesure le rapport entre les gens qui ont peur que le marché baisse et qui s'achètent de l'assurance contre la baisse et le nombre de gens qui veulent jouer la hausse et qui sont convaincus que le marché va monter. Ce que l'on constate, c'est que quand les marchés baissent rapidement, les investisseurs prennent peur et couvrent leur portefeuille. Sur le graphique que vous avez sous les yeux, il y a un pic qui se distingue. Le plus haut point que vous avez là, c'est le point qu'on a atteint sur le put-call ratio donc, du S&P 500 au mois de septembre. Donc fin septembre, vous voyez que par rapport au niveau de peur qu'on avait depuis, mon graphique commence en 2014, on a atteint un extrême sur ce graphique. Aujourd'hui, si vous le voyez, on a complètement traversé toute la courbe et on est revenu sur les niveaux les plus bas que l'on a atteints depuis début 2014, enfin mars-avril 2014, on est sur les plus bas. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, les investisseurs pas seulement américains, ceux qui placent de l'argent sur les marchés américains, ont acheté beaucoup de calls. Pourquoi est-ce qu'on va acheter des calls? Donc, parce qu'on est persuadé que le marché va monter. Non seulement ils ont acheté beaucoup de calls, mais ils n'ont pas acheté beaucoup de puts du tout. C'est de la complaisance, c'est de l'euphorie, c'est quoi? Alors, c'est effectivement de l'euphorie. C'est d'autant plus de l'euphorie qu'on a le put-call ratio le plus bas, c'est-à-dire le nombre d'achats de calls le plus important qu'on ait eu depuis 2014, alors que le S&P n'a pas encore fait de nouveaux sommets. On n'est pas loin des sommets historiques du S&P, d'accord, on est à 2100, disons, 2090-2100. Les sommets, c'est 2134, c'est 1,5%. Mais
Si tout le monde se dit, avant qu'on ait franchi les sommets, on va franchir les sommets, en fait, le gros problème, c'est que à qui reste-t-il suffisamment de cash et quelles sont les bonnes nouvelles qui font que les gens vont quand même pouvoir continuer à acheter pour porter les prix plus haut? Parce que vous savez bien que gagner en bourse, peut-être que c'est bien comprendre l'économie, mais c'est surtout acheter la valeur que demain votre voisin voudra acheter. Comme ça, vous pourrez lui revendre un petit peu plus cher, ou voire beaucoup plus cher. Ça suffit pour gagner. Et donc, si tout le monde a déjà acheté, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est à qui pourra-t-on vendre demain? Voilà. Donc, les marchés fonctionnent avant tout sur ces principes de liquidité et de consensus. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on repère les situations dangereuses ou non sur les indices. Et en ce moment, on est dans une situation sur le S&P 500, il a beau être très solide et monter tous les jours régulièrement, qui commence à devenir dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser demain matin, mais normalement, ce genre de niveau, sous 2-3 semaines, on peut bien décaler à la baisse. Je veux dire, bien décaler à la baisse, c'est du court terme, 5-7%. C'est le genre de choses qui peut se produire. Voilà, donc en termes de consensus, là, en ce moment, on entend beaucoup parler de saisonnalité, puisque c'est vrai que normalement, on est dans une saisonnalité qui est relativement favorable pour les marchés financiers. Je ne suis pas sûre que notre chemin entre maintenant et la fin du mois de décembre soit un chemin bordé de roses, loin de là. Et 2016, vous le sentez comment, là? 2016, je dis, a priori, je sais bien on que va vous n'avez avoir... pas de boule de cristal, hein, mais votre scénario premier, quel est-il? On a plusieurs options en termes de rythme, mais... on reste dans votre fourchette, là, dans votre range. Il y a des chances pour qu'on stationne dans le range pendant un petit moment avant de baisser. Maintenant, les choses peuvent s'accélérer à la baisse. Si la Réserve fédérale commet ce qui, à mon avis, est une erreur, l'erreur de remonter les taux d'intérêt en janvier, enfin en décembre, je ne suis pas sûre qu'elle le fasse, mais un petit peu plus tard dans l'année prochaine, ça paraît hélas possible. Ça pourra peut-être pendant une semaine donner un petit soubresaut aussi au marché, parce que comme le faisait remarquer Christian, c'est vrai qu'une hausse des taux de la Fed, ça serait un message implicite de la Fed dit la croissance est suffisamment solide pour qu'on puisse remonter les taux. Bon, la Fed, ils sont faillibles, comme nous tous. Ils subissent des pressions extrêmement fortes en ce moment de la part de l'ensemble des économistes des banques, auxquels on voit bien que Janet Yellen commence à avoir du mal à faire face. Le dernier discours était extrêmement stupéfiant, mais enfin bon. Donc c'est pas impossible qu'avec une petite hausse des prix du pétrole, qui n'est pas inenvisageable parce qu'effectivement tout le monde est baissier sur les prix du pétrole, donc on pourrait être surpris, une petite hausse des prix du pétrole, quelques mois plus tard, pourrait faire remonter le CPI américain. Et si le CPI, le headline, n'est pas particulièrement inquiétant, le CPI, quand on prend la hausse des prix hors prix de l'énergie et alimentation, enfin surtout hors énergie, on est quand même à 1,8 ou 1,9%. Donc c'est facile de dépasser 2% sur ce CPI-là, et ça peut un petit peu inquiéter la Fed et la pousser à monter ses taux. Mais ça pourra pas mener le marché loin longtemps, c'est illusoire ça. Bon, merci Valérie. Il nous reste un quart d'heure. On va commencer à prendre vos questions dans la salle. On va faire circuler peut-être un ou deux micros avec les hôtesses. N'hésitez pas à lever le doigt. Christian, qu'est-ce qu'on regarde en 2016 là? C'est quoi les drivers? La Fed toujours, ou il y a d'autres choses plus croustillantes? À très court terme, alors moi mon scénario c'est qu'à très court terme, c'est décembre. Décembre on joue pas contre Draghi, donc ça explique en partie à mon avis le fait que personne n'ose jouer la baisse du marché, parce que quand vous avez Monsieur Draghi qui dit je vais faire quelque chose, vous inquiétez pas, je suis là, et on joue pas contre lui, c'est un peu suicidaire. Donc on a jusqu'au 3 décembre, je pense quand même cette idée sur les marchés que Monsieur Draghi va annoncer quelque chose. N'oubliez pas, ça marche en anticipation. Le jour où on le fait, c'est fini. La protection elle est finie. Donc c'est vraiment l'anticipation. Ensuite, on aura quand même le 16 décembre réunion du FOMC. Madame Yellen nous dit que probablement les taux seront remontés. C'était son dernier discours. Alors naturellement, n'attendez pas de Madame Yellen qu'elle vous dise quelque chose autrement que probablement. Ça serait suicidaire de sa part. Donc elle met beaucoup de conditionnalité. L'idée qu'ils ont, c'est qu'il faut ancrer les anticipations de hausse des taux. Juste pour vous dire comment ils raisonnent, faut monter les taux une première fois, faut passer ce mur de glace.
c'est M. Boulard, président de la Fed de Saint-Louis, qui disait « faut qu'on passe ce mur de glace de première hausse des taux. Et pour éviter une surréaction des marchés, il faut que tout le monde soit convaincu que je vais le faire. Comme ça, quand je le fais, les marchés ne surréagissent pas. » Et ça, c'est l'élément central de leur politique de communication qu'ils ont beaucoup de mal à faire passer. Donc ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps qu'on en parle, là, cette histoire? Ça fait très longtemps parce qu'ils courent. 2-3 ans, non? Ils courent après le consensus. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde regarde ce qu'anticipent les marchés à travers un indicateur qui est comme les FED futurs. Si les FED futurs vous disent ils vont pas monter les taux, tout le monde dit la Fed va pas monter ses taux, tout le consensus dit ils montent pas leurs taux et la Fed dit bah, je vais pas les surprendre. Donc c'est autoréalisateur. Donc faut qu'on sorte de ça. Donc aujourd'hui, ils ont eu quand même un langage assez fort de dire on peut monter les taux. Alors seul problème de Mme Yellen, c'est qu'elle dit on va regarder, ça dépendra quand même des indicateurs économiques. Donc vous avez 2 publications importantes. Demain les chiffres de l'emploi, en décembre les chiffres de l'emploi. S'ils sont forts, ça va tout de suite ancrer les anticipations de hausse des taux. Et si 100% des économistes disent ils montent les taux, si les marchés futurs price cette hausse des taux, ils taperont. Ils monteront les taux, à mon avis. Après, avec un discours derrière de dire on fait rien. Je grossis le trait, hein, ça ne sera pas dit comme ça, mais ça sera dire on monte les taux une première fois, mais vous inquiétez pas, derrière, on fait rien. Pourquoi? Parce que cette hausse des taux, elle est technique, elle n'est pas économique. Elle est, à mon avis, sur une volonté de reprendre la liquidité, de stériliser une partie de la liquidité qui est aujourd'hui sur le marché monétaire, et donc reprendre un peu la main sur l'excès de liquidité qu'il y a sur les marchés. Donc ça, c'est, je dirais, le gros point de décembre va être quand même assez important. Alors une fois qu'on a mis tout ça de côté, qui est du très court terme, je pense que, je vous le disais, la vraie interrogation, c'est est-ce que la croissance repart? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de craintes sur les émergents. Est-ce qu'on est vraiment vers un risque de crise des émergents? Ça, c'est la première question. Et ça, une des réponses, ça sera la réaction du dollar à ce qui s'est passé en décembre. Parce que je pense que si... Alors, il ne faut pas regarder forcément le sens du dollar, je pense que ça sera la volatilité. Et c'est ça qui est très important. Si le dollar connaît une très forte volatilité qui déstabilise les anticipations et qui déstabilise les matières premières de nouveau et qui a des dégâts collatéraux, ça sera un élément important. Donc déjà, je pense que la grande question, la grande interrogation qu'on n'est pas sorti, c'est est-ce que les émergents, on met encore un peu plus de pression en janvier, sur le premier trimestre, ou est-ce qu'au contraire, cette pression s'atténue avec des taux de change qui se calment et avec l'absence d'appréciation trop violente du dollar? Donc moi j'espère que la communication de la Fed faisant qu'a dit je monte mes taux et après je fais rien, ça calme un peu le jeu, on va espérer. Donc ça serait plutôt un élément positif. Et puis derrière, ce qu'on va regarder, est-ce que finalement on a une vraie reprise? Alors il y a quelques éléments clés qu'il faudra regarder à mon avis. En Europe, c'est l'investissement des entreprises, ça doit repartir, ça va être un peu plus, pour faire simple, les entreprises européennes ont profité de l'amélioration de leur profitabilité au premier semestre pour se désendetter, mais pas pour investir. Alors c'est bien parce qu'elles sont plus endettées que les entreprises américaines, mais en tout cas, ça a été la première réaction. Donc on verra, est-ce que ce retour de confiance, ça lance l'investissement? Nous, on espère aussi qu'il y aura un petit impact du plan Juncker qui va aider un peu en Europe. Et puis aux États-Unis, je pense qu'on est sur une croissance relativement solide et ça devrait soutenir. Donc on n'est pas forcément très noir, nous, sur le début d'année. On pense que si la Fed gère assez bien et envoie un bon message et qu'elle génère pas trop de volatilité sur le dollar, et la clé, c'est le dollar. Ne l'oubliez pas, le dollar sera la clé. Encore une fois, ça a été la clé 2015, c'est la clé 2016. Pourquoi? Parce que trop de volatilité du dollar, ça fait baisser les matières premières, ça génère des problématiques sur les pays émergents. Trop de volatilité du dollar, ça pèse sur les profits des entreprises américaines et ça fera chuter Wall Street. Donc, on va si le dollar on descend jusqu'à la parité 1 pour 1 ou pas? On va jusqu'à la parité 1 dollar pour 1 euro ou pas? Alors nous, on n'y est pas. On pense qu'il y aura quand même un petit... On va jusqu'à 1,05. Bon, c'est pas important. Encore une fois... je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le seul, c'est la rapidité qui est vraiment important. Et ce qui a déstabilisé, c'est la rapidité et l'ampleur du mouvement en très peu de temps. Merci Christian. On va prendre les questions dans la salle. Une première, qui lève le doigt, qui se jette à l'eau. Je vais compliquer la première question et après ça va. Voilà, il est là. Monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors moi je ne suis pas économiste, je suis technicien. Et mes prévisions sont 20% de baisse de l'euro et 50% de hausse des matières premières. Est-ce que vous pensez que ça vous semble possible? Mais c'est les prévisions que les chiffres me donnent sur les graphiques. J'ai pas entendu, 20%. Vous avez dit 20% de la baisse de l'euro? 20% de baisse de l'euro et 50% de hausse du pétrole. C'est-à-dire environ l'euro à 0,8 et les matières premières à plus 50%. À quel horizon? À l'horizon... Moi... Je n'ai pas d'horizon, mais en général, c'est entre 12 et 18 mois. Bon. Alain, tu n'es pas stratégiste? Non, mais c'est possible, parce qu'en fait, on parlait des consensus tout à l'heure, et moi je trouve qu'effectivement, l'année 2015 a été une année où les consensus ont été
parfois extrêmement violent, extrêmement puissant. Il ne fallait surtout pas se mettre en face. Moi, j'ai en tête ce qui s'est passé à partir de mi-2014 sur le pétrole. À $70, tout le monde rigolait sur le consensus qui voyait le pétrole beaucoup plus bas. Et en fait, ceux qui se sont mis en face à $70, ils ont été quand même laminés quand même. Hein. Et je pense qu'effectivement, alors 50% sur les matières premières, ça me paraît peut-être un peu exagéré, mais autant sur le euro-dollar, on peut imaginer assez facilement un scénario de très forte hausse du dollar, avec en même temps Draghi qui reste à la manœuvre et qui laisse baisser l'euro dans un moment où la conjoncture européenne ne justifie pas un euro fort. Donc ça paraît un peu loin, mais c'est possible. Réponse courte, hein, excusez-moi, parce que sinon on pourra prendre non, un je peu pense de questions. que 20% c'est possible, mais je ne suis pas sûre que ça se fasse d'ici 12-18 mois. En fait, c'est l'objectif, c'est de retourner effectivement autour de 0,80 sur la parité euro-dollar. Pour moi, normalement, ça devrait plutôt se faire le point bas. Parce que moi, j'ai aussi un timing qui va avec. Ça marchera pas, mais c'est plutôt sur 2019-2020 qu'on doit atteindre ce type de cible. Alors cette année, je pense qu'on doit baisser. Sur l'euro, monter sur le dollar, mais j'ai pas un objectif aussi agressif pour le moment. Mais on ne connaît pas les objectifs, hein, sinon vous savez, si on se connaissait le sens et l'objectif, on saurait tout, et ça c'est clair qu'on ne sait jamais tout, loin de là. Et on ne serait pas là ce soir, effectivement. Une deuxième question dans la salle. Christian, vraiment d'un mot. Rapidement pour répondre à cette question, il y a un élément qui est important, c'est qu'on a observé une corrélation très fortement négative entre le dollar et les matières premières. Oui. Alors économiquement, j'ai du mal à l'expliquer, mais les marchés jouaient toujours hausse du dollar, baisse des matières premières, sachant que ça pouvait peser éventuellement sur la demande. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut inverser cette corrélation? Historiquement, oui. Oui, historiquement, ça peut s'inverser très violemment et on pourrait avoir une totale décorrélation. C'est une relation de marché, c'est une croyance de marché qui est très jouée par les hedges, mais qui n'est pas du tout justifiée économiquement. Alors, on pourrait reparler des heures là-dessus, mais qui n'est pas justifiée économiquement. Donc ça peut arriver, mais je pense qu'à très court terme, avec la problématique de crise de risque dans les émergents et les craintes autour des matières premières, si le dollar s'apprécie, on dira c'est un risque émergent, c'est un risque pour la croissance mondiale, et donc on jouera à la baisse des matières premières. Donc je ne pense pas que cette corrélation va disparaître, mais économiquement et historiquement, elle n'est pas stable déjà, et économiquement, elle est très difficile à justifier. Monsieur, votre question. Bonjour, je suis Philippe. Pour poursuivre sur l'eurodoll, on a, je crois, assisté à une forte augmentation de la masse monétaire aux États-Unis sur les 10 dernières années. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le dollar sera fermé. Valérie ? Moi, les masses monétaires, je pense que ça ne fait pas du tout le cours des devises. C'est la confiance qu'on a dans les économies et où veut-on placer son argent demain. Parce que finalement, ce qui fait les cours des devises, c'est le fait qu'on veuille acheter une devise, le fait qu'on veuille acheter de l'immobilier et des entreprises américaines. Voilà. Tant que les gens veulent acheter du Facebook et veulent acheter des maisons en Floride parce qu'ils trouvent que... Enfin, maintenant, elles sont très chères, mais quand elles sont baissées, il y a énormément de gens qui ont investi en Floride. Voilà, donc tant que ce type de comportement existe et que les États-Unis sont le paradis qui fait rêver tout le monde, eh bien, on peut se dire qu'en période où il n'y a aucun autre endroit pour investir, le meilleur endroit, ça reste toujours les États-Unis. Quand tout va bien dans le monde, alors on peut se permettre d'aller investir en Chine, en Corée, en France et à plein d'autres endroits. Mais quand tout va mal, c'est aux États-Unis qu'on investit. Une question là par téléphone, peut-être plus fondamentale, enfin en tout cas valeur pour Alain ou pour Sébastien. Je rappelle un numéro, d'ailleurs il n'est pas surtaxé, donc 07 84 44 01 38 pour vos SMS, et puis il s'affiche derrière nous. Quels seraient les avantages et les inconvénients sur Renault si Nissan arrive à avoir des droits de vote? Bon, c'est l'actu chaude, c'est très fondamental. Sébastien? J'adore cette question. Non, je vais Vous n'avez pas de valeur auto dans vos portefeuilles? Très largement parce que je suis assez exposé sur l'industrie automobile. Ce qui s'est passé avec le cas Volkswagen, et je pense aussi à un bon cas d'école quand on a vu tous ces titres, dont Plasticomium que je connais très bien, s'écrouler en bourse. Et puis l'investisseur fondamental finalement a acheté le titre parce que c'était peut-être plus une opportunité. On a vu ce qui s'est passé assez vite. Sur le cas de Renault, Nissan, ce n'est pas des titres que je connais très bien. Là où peut-être je vais mettre peut-être le commentaire que je pourrais faire, c'est finalement la notion de plus générale sur le marché de droit de vote double quand on a une action et qu'on a un vote double. Je trouve que c'est des pratiques qui ne sont pas forcément toujours très saines. Moi, en tout cas, en tant qu'investisseur fondamental, j'ai tendance à mettre une sorte de décote parce que je ne sais pas si l'intérêt économique, l'intérêt des actionnaires, le vôtre, va être celui qui va prévaloir par rapport à d'autres stratégies qui peuvent être sociales, politiques, qui peuvent aussi avoir tout à fait leur raison. Mais bon, voilà, je ne réponds pas beaucoup plus. Ce n'est pas
un dossier que je connais très bien. Dans le J'investis même dans ce que je secteur. comprends. Mais merci Sébastien. Dans le même secteur, le secteur auto est attaqué avec Volkswagen, l'affaire Volkswagen. Quelles seraient les valeurs françaises qui risquent d'être le moins impactées par cette affaire? Alain, réponse courte, s'il vous plaît. Réponse courte, ça me fait penser un peu au nuage de Tchernobyl, quoi, en fait. C'est-à-dire que les Allemands se font prendre avec Volkswagen sur quelque chose qui est quand même assez grave en termes d'éthique d'entreprise. Et Peugeot en fait les frais, entre autres. Voilà, et Peugeot qui est très dieselisé, ceci expliquant peut-être cela. Moi, je ne vois pas, par rapport à la problématique sur les valeurs automobiles, je pense qu'on est on est dans le signe noir, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu sur les marchés, il y a quelque chose. Le problème, c'est le meilleur de la classe, quoi. C'est pas Fiat, c'est ça le problème. Exactement. Donc, Sébastien, vraiment d'un mot. C'est une bonne caractéristique de l'émotion et de tous les bruits du marché. Il y a une pensée commune aujourd'hui qui est accentuée par Ségolène Royal qui vous dit que le diesel aujourd'hui est sale. Le nouveau diesel, il est tout aussi propre que l'essence, puisque notamment il y a une technologie qui provient de plusieurs sociétés, dont Plasticomium, qui est celle de SCR, qui permet en fait finalement d'avoir une pollution qui est moindre. Donc le problème aussi quand on a ce genre de discours, c'est qu'un Pardon, Pardon SCR. Oui, non mais je veux dire... Ça permet en fait de réduire les degrés d'émission équivalents finalement à l'essence. En termes de quoi? D'oxyde d'azote, en termes d'émissions de CO2. CO2, de toute façon, le diesel, il n'y a pas photo. C'est 20-25% de moins que l'essence. Sur l'azote et voilà. Les NOx, tout ça, quoi. NOx, c'est ça. Ça marche. Et c'est le mot que je cherchais. Et là où c'est finalement assez paradoxal, et quand on regarde Peugeot, qui je crois sur finalement la période a baissé plus que Volkswagen à un moment donné, Peugeot fait 85% de son activité sur le diesel. Donc d'avoir ce genre de discours, c'est finalement mettre en péril un acteur. On se tire une balle dans le pied très clairement. Ouais. Auquel on va peut-être demain lui reprocher de licencier trop de gens. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce genre d'excès de marché, je les adore. Ça peut faire mal à court terme, mais je les adore parce que ça crée des opportunités. Et quand je vous parle tout à l'heure de Plasticomium, Plasticomium fait à peine 5% de son chiffre d'affaires avec cette technologie. Il y a 9 mois, les analystes, quand je les rencontrais, avaient plutôt tendance à me dire que c'était une technologie, ils ne voyaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Ils trouvaient que c'était assez cher par rapport au prix et au retour que le constructeur automobile va avoir. Quand le titre s'est effondré, finalement, en plus de façon plus importante que l'exposition à Volkswagen, je crois que le titre a baissé de 20% quand l'exposition à Volkswagen était de 16%, c'était une opportunité d'achat, tout simplement. Alors après, maintenant, attention, si on vous dit non-stop que la solution SCR est une bonne solution, il ne faudra pas tout à fait, à un moment donné, il faudra aussi s'arrêter, parce que la valorisation, je pense que c'est peut-être la chose dont on oublie souvent de parler au-delà de l'émotion, de stratégie, de thèmes macroéconomiques. En bourse, il y a un élément, c'est la valorisation d'une société. Quel prix on paye? Une belle histoire, il y en a toujours, mais à quel prix on la paye, à l'achat ou à la vente? Donc je pense que c'est là où il faut être aussi très discriminant. Bon, voilà, n'enterrons pas le diesel. Ouais. Je vais être relativement simple pour moi. On est quand même sur une grosse phase d'incertitude sur les constructeurs automobiles. Alors, incertitude en termes d'amende, éventuellement payée, en termes d'investissement en R&D pour remplir les futures normes. L'avantage, c'est qu'il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va moins vendre ou pas de véhicules? Et je pense que le marché se redresse et on est sur une vraie amélioration en termes de vente au niveau européen. Aux États-Unis, ça reste fort. Et puis, globalement, on est quand même sur un marché en croissance. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, achetez les équipementiers automobiles, parce que quoi qu'il arrive, si Volkswagen baisse, perd des parts de marché, ils vendront peut-être, espérons-le, à Peugeot, un peu plus à Peugeot, ou à Renault. Donc je pense que les équipementiers automobiles, c'est vraiment dans cette crise, eux qui sont au centre de tout et qui sont les mieux protégés par rapport à ça, alors qu'il y aura beaucoup d'incertitudes sur les constructeurs. Donc en termes d'arbitrage, moi je serais beaucoup plus sur les équipementiers automobiles que sur les constructeurs qui vont encore avoir beaucoup d'actualités un petit peu négatives sur leur valorisation. Une nouvelle question dans la salle. Qui a un micro? Monsieur Préméron, allez-y. Oui, il y a que des hommes bonjour. ce soir. Il y a beaucoup de femmes, mais elles ne posent pas de questions. Oui, qu'elles posent des questions, les femmes dans la finance. Georges Castel, donc le directeur du pôle trading et Selska, et dont je salue beaucoup d'étudiants. C'était vous, les étudiants, le fan club de Marc Toiti, c'est ça? Voilà, le fan club de Marc Toiti, dont je partage à 95%, comme on dirait en tant qu'optionneur, en Delta 95, la majorité de ces analyses. Je voulais finalement faire quelques remarques liminaires au niveau des options. Monsieur Pitous tout à l'heure disait qu'en tant qu'investisseur long, effectivement, une fois qu'on avait fini d'investir, on était dans une logique où il y avait moins de liquidité et on avait donc des sauts de marché. Donc l'allié effectivement des gérants actions Delta One seront donc les gérants d'options. Et les options ne doivent pas être utilisées comme, je dirais, des actions ou en spéculation comme ça a été notifié tout à l'heure, mais en tant qu'outil allié assurantiel de gestion de couverture actions, principalement, puisque là on parle d'actions ou de matières premières. C'est-à-dire que la logique aujourd'hui des marchés est effectivement une incertitude permanente. L'allié de la gestion
je dirais, du risque, c'est effectivement faire du trading de gestion des risques d'options qui va être l'allié des investisseurs longs en tant que ce qu'on appelle les long only dans le jargon. D'accord. Voilà. Mais Donc, quelle est votre ça me question alors? Vous mais- n'avez pas de question? Non, mais il n'y a peut-être pas de question. J'attendais, C'est juste j'attendais, une remarque par rapport à ce qui a été dit précédemment. Parce qu'il me semble qu'utiliser les options, un peu comme ça a été décrit, comme des actions ou des futurs, c'est impropre en termes de gestion optionnelle. Et il y a beaucoup, justement sur les produits dérivés, je dirais, d'incertitudes qui sont faites. Je voulais juste rétablir quelques vérités premières. Très bien. Que les dérivés sont les alliés des gérants actions. Merci de votre écoute. Et en tous Merci les à cas, vous. c'est très bien d'organiser des nuits du trading ainsi. Merci. Et ben voilà, merci G. Une dernière question et on marquera une pause avant de se retrouver tout à l'heure. Ça se bouscule. Allez-y, monsieur. Une question, hein? Oui, une question Ok. très courte. Je vais revenir sur l'eurodoll. Allez-y. Certains analystes appellent Mario Draghi Monsieur Put. Alors, est-ce que c'est vraiment systématique pour se positionner? Voilà, c'est tout. Le put Draghi, c'est pour qui ça? Alain Pitos? Oui, bah, en fait, Draghi put, on met voilà, dans le le sens Draghi qu'on put, veut. voilà, Ouais. depuis 2012, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, il protège contre le risque. Alors, on va rejoindre la problématique des options, c'est-à-dire que c'est un gigantesque soutien pour les investisseurs. Tout à l'heure, j'évoquais les investisseurs qui investissent sur des obligations, même s'il y a un risque en se disant à un moment donné, les taux vont remonter. Et puis, bah, effectivement, les taux, pour le moment, ils ne remontent pas trop, quoi, hein. Donc, bah, c'est une garantie. Donc, et on l'a vu encore mi-octobre, hein, Mario Draghi, sans dépenser un centime, a juste dit au mois de décembre, je ferai peut-être quelque chose si besoin est. Et puis les marchés ont pris 7-8%. Quand vous n'avez plus de risque, bah, vous pouvez acheter, quoi. Donc, jusqu'au moment où, hein, ça sera une autre question. Ça. Valérie, un mot là-dessus? Comme le vous put Draghi. posiez une question sur l'euro-dollar, juste préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien saisi, en fait, Mario Draghi, c'est Monsieur Put pour les marchés actions et les marchés obligataires, pas pour l'euro-dollar. L'euro-dollar, il le fait baisser, c'est sa volonté de faire baisser l'euro, et ça marche très très bien, effectivement, et très convaincant. Bon, on va prendre une dernière question dans la salle. Monsieur, allez-y, vous serez le dernier pour cette table ronde. Je vous en prie. Oui, Daniel Roux, j'espérais. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur le secteur biopharma, s'il vous plaît, parce que ça a été un des grands secteurs stars du début d'année, et ça serait sympa d'avoir un petit éclairage, une petite actualisation du secteur. Merci beaucoup. Les biotech, Sébastien Lemonnier. Alors, je vais faire une demi-réponse, parce que moi j'ai comme règle d'investissement d'investir que dans ce que j'arrive à comprendre. Ah, comme Warren Buffett. Donc les biotech, franchement je ne comprends pas tout. J'ai essayé plusieurs fois avec des médecins, des chercheurs, c'est hyper compliqué. La seule chose que je vois, c'est que les niveaux de valorisation anticipent de la croissance. Alors il va y en avoir, mais je pense que tous les acteurs ne vont pas croître, donc à vous d'être très sélectif. Et c'est finalement peut-être ce qui peut inquiéter sur certains segments de marché compte tenu des thèmes de niveau de valorisation, de croyance. Oui, il y a de l'innovation, mais Internet fin 90, on nous parlait beaucoup de croissance exponentielle, etc. C'est vrai, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus Internet qu'à l'époque de façon totalement exponentielle. Entre-temps, il s'est passé un crack, parce que les valorisations allaient un petit peu au-delà. Donc je pense que les questions de se poser, c'est finalement la valorisation, elle me dit quoi? Quelle va être la taille du marché de cette société? Quelle va être sa part de marché? Donc c'est là où si jamais on passe sur un environnement peut-être de changement de taux, notamment aux États-Unis, même si ça ne va pas être violent, je ne sais pas aujourd'hui comment les investisseurs vont réagir par rapport à ces niveaux de valorisation qui sont peut-être légitimes parce que les taux sont faibles et que finalement, peu importe si la société gagne de l'argent, si elle a de la croissance. Quand on revient dans un monde plus normal, on s'intéresse quand même à si la société gagne de l'argent, ce qui reste quand même son premier vecteur de performance boursière, à mon sens. Christian Pareto, certains disent, enfin on entend toujours, hein, les marchés c'est un casino, les biotech, les medtech, parfois les pharma, c'est un peu le casino dans le casino, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir, s'il n'y a pas de phase 2 ou phase 3, on perd tout, s'il n'y a pas de rachat derrière non plus. Alors, non, c'est un casino qu'on ne comprend pas. C'est pas forcément, c'est du capital risque. Ça, c'est évident, hein, c'est-à-dire que vous prenez un risque, mais un risque que vous pouvez quand même mesurer. Hein. Nous, on a eu chez nous un analyste qui suivait ces valeurs, il calculait des probabilités de réussite. Moi, j'ai jamais rien compris dans ces modèles. Hein. Il calculait, il regardait les taux de réussite des différentes molécules selon les phases, il évaluait, il donnait une valeur fondamentale en fonction de la probabilité qu'avaient les différentes biotech de réussir. Alors, ça reste un risque, ça reste un investissement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus risqué d'investir sur du biotech que sur Saint-Gobain parce qu'il y a une probabilité d'échec, naturellement.
Mais combien de DBV technologies, de boîtes comme ça qui font x2, x3 comme ça rapidement? Mais parce que justement, il y a plein de gens qui qui font pas cette analyse fondamentale et qui investissent ça amplifie les mouvements parce que le fondamental est très compliqué à calculer. Et on le sait que sur un marché, si vous êtes sûr du fondamental, qu'il y ait un consensus sur le fondamental, vous n'avez pas de risque de bulle. Le risque de bulle, c'est quand vous avez du mal à percevoir le fondamental. Donc c'est vrai aujourd'hui ça, mais c'est vrai aussi de plein d'autres boîtes. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui valorise Facebook? Facebook, on voit, il publie des résultats, il publie 41% de croissance du chiffre d'affaires, mais Facebook, demain, ça peut valoir très cher si vous dites que Facebook, demain, toute la publicité, toutes vos vidéos, vous les regarderez via Facebook. C'est le premier média au monde, donc oui, ça vaut un petit peu d'argent. Est-ce que ça vaut 300 milliards? Je ne sais pas, mais ça vaut un peu d'argent. Ça peut valoir pas cher aujourd'hui, sauf que ça peut être très cher aujourd'hui par rapport au fait si jamais il rate et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc il y a un aspect valorisation qui est là, qui joue, mais après il faut voir qu'est-ce que vous mettez comme hypothèse et vous êtes sur des valeurs où la perception du fondamental est beaucoup plus compliquée à calculer que dans d'autres. Merci mille fois, il est 20h, non désolé Sébastien et Alain, on n'a plus le temps. Merci à tous les trois, merci Valérie. On va se retrouver dans un instant, dans 3 quarts d'heure. Petit cocktail, on échange autour d'un petit verre, vous posez vos questions aussi à nos invités. À tout de suite.